Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter notre émission, Le fait du jour, qui va aujourd'hui être consacrée au problème de l'emploi et singulièrement de l'emploi vu à travers celles qui peuvent apporter de l'emploi précisément, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui ont un représentant tout naturel depuis des années en France. J'ai nommé Gérard Nicou. Gérard Nicou, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes, je dirais, le représentant historique des petites, moyennes entreprises, des artisans, des commerçants, puisque vous avez commencé votre carrière en vous rendant célèbre, comme on l'a dit, le Robin des Bois, n'est-ce pas, des petits entrepreneurs, et des commerçants et des artisans. Et puis, certains d'entre vous, certains d'entre nos téléspectateurs, veux-je dire, ont l'impression que vous appartenez seulement au passé. Seulement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous étiez extrêmement jeune. Vous aviez, je crois, 19 ans quand vous avez... 21 ans et demi. À 21 ans et demi. Et donc, aujourd'hui, vous êtes toujours dans la force de l'âge et vous continuez le combat. Alors, les questions que je voudrais vous poser, étant donné que vous êtes à la tête d'un syndicat professionnel, précisément de petites et moyennes entreprises, qui s'appelle le CNDE, c'est-à-dire le Centre... le Conseil National de l'Entreprise, excusez-moi. Et donc, ce syndicat professionnel, bien entendu, défend les entreprises qu'elles soient artisanales ou un peu plus importantes, et d'autre part, prend des positions sur le plan national. Alors c'est précisément l'occasion de vous demander ce que vous pensez d'une part de cette élection présidentielle. Je sais que vous n'avez pas de position politique à prendre, vous êtes un syndicat, mais enfin vous avez une position économique à prendre. Donc comment avez-vous ressenti et vécu cette élection présidentielle qui s'est quand même marquée, il faut le dire, par la promotion de la valeur travail? Est-ce qu'elle sera dans les faits ou non? C'est la question que je vous poserai. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes satisfait de la composition de ce premier gouvernement du nouveau quinquennat? Bien, je vous remercie, Claude, de me donner l'occasion de m'exprimer. Vous avez rappelé, lorsque j'ai démarré, c'est-à-dire la défense des petites et moyennes entreprises, c'était en 1968, fin 68, donc ce qui veut dire que l'année dernière sera 40 ans de syndicalisme. Je viens d'avoir 60 ans, ma retraite, ça y est, je viens de recevoir, j'ai 130 € par mois, tout compris. Et vous voyez que le combat doit continuer. Et là-dessus, effectivement, ce que j'ai défendu, je tiens à le préciser, ce n'est pas forcément les commerçants et artisans, c'est la liberté d'entreprendre dans son principe. Pendant 40 années, j'ai estimé que la France était un pays de petites et moyennes entreprises. C'était un pays, si on s'en souvient d'abord, extrêmement rural, avec beaucoup de commerces ruraux qui ont disparu, avec les artisans, notamment, dans une grande majorité des campagnes de France. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, il est arrivé la société de consommation, ce qui a posé un grave problème, notamment sur les retraites, puisque le fonds de commerce était la véritable retraite des commerçants et artisans. Lorsque effectivement les grandes surfaces sont arrivées, tout ça s'est écroulé. Nous avons trouvé des situations extrêmement graves, et au fur et à mesure, ces situations ne se sont pas arrangées. Mais, évidemment, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une élection législative qui va renforcer certainement les pouvoir du nouveau président de la République, et j'essaie de voir un petit peu à travers les promesses. Donc il y a eu des promesses, il y a les valeurs de travail, c'est important, je crois que j'ai applaudi, je dis très bien, je suis pour cela faire une politique politicienne, certaines paroles, certains propos, certaines promesses. Maintenant, il reste à savoir, un, combien ça coûte, deux, qui va payer. J'ai écrit à Monsieur le Président de la République il y a quelques jours, parce que je me suis étonné. Je me suis étonné que pendant tout un discours, on ait parlé de ces valeurs de travail, d'effort, qu'on ait encensé d'une certaine façon, parce qu'il l'a fait, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les gens qui risquent leur propre argent, celui de leur famille, et pas comme les grands industriels, celui des actionnaires. Et qu'à la sortie de cela, on est retrouvé, j'ai cherché avec angoisse, le ministère que j'attends depuis X temps, de la petite et moyenne entreprise et du commerce et de l'artisanat. Et là, pas même un secrétariat d'État. Je me suis étonné, je suis très concerné. Parce que si on remonte dans le temps, puisque depuis le général de Gaulle, je suis un jeune engagé quand même, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est grâce au Sinunati, à l'action du Sinunati, que nous avions eu un ministère du commerce et de l'artisanat. Le ministre qui a été le premièrement nommé était Yvon Bourges. Puis après, il y a eu la loi Royer, c'est-à-dire le ministre Royer qui a fait la loi Royer, qui a été créée d'ailleurs, la loi Royer, pour
disons, détruire l'action du Cincinnati, car nous avons perdu la moitié de nos troupes très rapidement, à cause de cette loi. Et puis, après, on a transformé ça dans des secrétariats d'État qui étaient plus d'ailleurs faits pour caser le copain ou le représentant d'un petit parti, et puis rendre hommage les secrétariats d'État qui inauguraient les chrysanthèmes d'ailleurs, hein, tout simplement, puisqu'il n'a de pouvoir, ces secrétariats d'État, il n'avait de pouvoir que sur les chambres de commerce et de métiers dont on reparlera peut-être. Ça n'a plus rien du tout. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant de voir un grand ministère de l'agriculture qui gère le social des agriculteurs, l'ensemble des problèmes des agriculteurs. C'est un grand ministère. Il y aura bientôt plus de monde d'ailleurs au ministère qu'à l'agriculture. Et nous savons, c'est ce que j'écris, que ce grand ministère de l'agriculture, aujourd'hui, avec de moins en moins d'agriculteurs, beaucoup d'ailleurs ils ne peuvent survivre, je dirais, que de subventions nationales, européennes, l'aide massive de l'État, c'est-à-dire contribuable, puisqu'un agriculteur ne paye que 15% de sa protection sociale, 85% étant assuré par la solidarité nationale. Il y a un ministre de la fonction publique, alors bon, les fonctionnaires, il en faut, mais enfin, à part leur nombre pléthorique, je ne vois pas ce grand ministère, à quoi il sert. Ce n'est pas eux qui font l'économie, ils en vivent, c'est autre chose. Et puis, rien du tout alors pour 2 millions d'entreprises qui, eux, représentent aujourd'hui 77% de l'emploi en France, qui, je tiens à le signaler pour l'artisanat, emploie plus de personnes que toute l'industrie automobile française, qu'on parle de la taxe professionnelle, qui est le revenu fiscal en moyenne nationale des communes, c'est le plus important, donc plus de 50% du revenu fiscal des collectivités, sans compter ce que payent d'ailleurs les dirigeants d'entreprise en plus. Et pour ce socle de l'économie, ce socle, je dis bien, qui reste, puisque les grandes entreprises ont délocalisé et elles continueront à exporter l'emploi ailleurs, dans les pays qu'on y envoie de développement, mais que vous me permettrez de dire du tiers-monde, et voire même du quart-monde. Alors, rien du tout. Alors ça me choque énormément, parce que ça m'effraie un peu, parce que même dans la mesure où ça prédispose à penser qu'encore une fois, on va demander le plus grand effort à notre classe sociale, et c'est elle qui va fournir ce grand effort, mais qui aura le moins de reconnaissance. Alors la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est une question que vous avez pratiquement abordée déjà en parlant de ces ministères, de ces ministres du commerce, de l'artisanat et des autres secteurs qu'on avait adjoints à ceux-là, et qui finalement ne servaient qu'à décorer, et qui ne faisaient pas grand-chose. Alors au fond, pourquoi se plaindre qu'il n'y ait pas de ministère? Ce qu'il faudrait surtout, me semble-t-il, c'est qu'il y ait des décisions, de bonnes décisions qui soient prises. Alors vous allez me dire probablement qu'elles ne seront exécutées que par un ministère, mais enfin, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que dans le programme du président de la République, et surtout dans ce qu'il va faire, puissiez noter un certain nombre de mesures favorables, que j'imagine que vous accueilleriez avec plaisir, puisque vous n'êtes pas dans une attitude hostile, mais dans une attitude d'attente. Et donc, il me semble que c'est plutôt ces mesures qu'il faudrait essayer d'analyser, même si il est probable qu'on va vous répondre, le président de la République vous répondra certainement qu'il va nommer un secrétaire d'État. Ça m'étonnerait qu'il ne le fasse pas, mais enfin bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a actuellement devant nous un certain nombre de mesures qui sont prises, et l'essentiel de ces mesures est celle qui concerne les heures supplémentaires détaxées. Alors, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ces heures supplémentaires détaxées, étant donné qu'il y a parmi vos ouailles pas mal de gens qui ont déjà du mal à faire les heures ordinaires? Oui, alors tout d'abord, vous avez raison, je réponds à la première question, ce n'est pas le ministère qui fera la réforme. Je veux dire, par contre, il peut la gérer. Et nous avons besoin d'un grand ministère pour savoir à qui nous adresser. Il ne s'agit pas de créer un poste pour le plaisir d'avoir un ministre de plus. Non. Il s'agit d'une reconnaissance. Je crois que s'il y a un grand ministère, il faut qu'il entraîne une grande réforme. La réforme notamment des chambres de commerce et des chambres de métiers. Première réforme que je réclame, une réforme importante pour booster, si on veut exprimer ainsi, toutes ces PME, ces 2 millions d'entreprises. Ça veut dire séparer la grande industrie du commerce et de la PME dans les chambres de commerce. Et créer une nouvelle chambre économique qui rassemblerait par exemple toutes les entreprises à capital personnel ou à majorité du capital personnel ou familial. Puisque jouant leur argent, ils ont des liens communs quand même. La seconde chose, effectivement, ça serait au-delà de ce ministère de revoir, et nous en parlons peut-être, des tribunaux de commerce, qui sont à l'heure actuelle extrêmement nocifs. Il faut savoir que sur 100 redressements judiciaires, seulement 5
aboutissent au bout. 95% finissent en liquidation judiciaire, ça veut dire c'est un gouffre, je dirais c'est un naufrage de l'emploi et de l'économie. Et sur les 95% qui partent comme ça en liquidation judiciaire, c'est la faute, je le dis en grande partie, d'un système où nous avons 700 personnes, administrateurs judiciaires et liquidateurs, qui se partagent 35 000 dépôts de bilan chaque année, et qui sont pour certains milliardaires. Donc, ça, c'est une première chose. On parlait des heures supplémentaires. Alors, on a dit, on va enlever les heures supplémentaires, les charges sur les parts salariales. Mais on n'a pas encore la réponse des parts patronales. Là encore, ça m'inquiète. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, encore une fois, on fait supporter à la petite et moyenne entreprise le déficit de la sécurité sociale. Alors, si on enlève les heures supplémentaires, effectivement, ça peut amener un certain nombre de salariés, à condition que les petites et moyennes entreprises n'aient pas à payer les charges sociales, ça peut amener faire des heures supplémentaires. Mais le problème, vous avez raison, il n'est pas là. Le problème, il est que depuis M. Raymond Barre, il y a un jeu pervers qui a consisté, chaque fois pour calmer le jeu, à donner des primes à l'emploi. Alors, c'est tel avantage pour l'entreprise, tel avantage pour le salarié, telle prime, telle subvention, etc. Et petit à petit, chaque ministre voulant faire mieux que l'autre, chaque premier ministre voulant en remettre une couche, on a fait des strates. Et on est arrivé, bien entendu, chaque fois ça a échoué, ça n'a pas créé d'emploi, ça n'a rien fait du tout. Ça a surtout créé des fonctionnaires supplémentaires pour gérer un déficit supplémentaire. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retrouvé, aujourd'hui, il faut faire le bilan. Qu'on ait le courage de faire le bilan, de dire ça sert à rien. On a dépensé beaucoup d'argent. Alors cet argent qu'on va économiser, on va supprimer, et je suis clair, supprimer toutes les aides à l'emploi, ça veut dire aussi bien aux PME, c'est-à-dire aux patrons, si on veut parler ainsi, qu'aux salariés. Plus de primes, plus rien. Par contre, on va s'attaquer au prélèvement obligatoire. Car si, d'une manière, je dirais, réganienne, on risque de déplaire, nous pouvions toucher au prélèvement obligatoire et les descendre pas d'un point, mais de 5 ou 6 points, et peut-être plus d'ailleurs, en reportant les économies que l'on peut faire, qui ne sont que des dépenses sur ce problème-là. Alors là, nous aurions véritablement non plus des réformettes, mais une réforme de fond, une espèce de vague de fond qui amènerait effectivement la PME-PMI en la déchargeant de ce poids énorme, parce que c'est pas les salaires dont les PME-PMI ont peur. Ils ont peur de deux choses. Ils ont peur du prélèvement obligatoire et du code du travail. Voilà les deux choses qui font qu'il est un frein à l'emploi aujourd'hui. Alors, il se trouve précisément que le président de la République n'a pas promis cela. Il a fait un certain nombre de promesses, il s'est engagé à les tenir, et dans les promesses, il n'y avait aucun des éléments que vous venez d'indiquer. Donc, il est à craindre que nous soyons en train de naviguer sur les eaux apaisées d'un lac artificiel, c'est-à-dire celui de la surface, et que, en réalité, nous ne soyons pas à la veille d'entreprendre les très très grandes réformes dont vous venez de parler. D'ailleurs, vous avez raison à un tel point que si l'on prend une comparaison avec l'Allemagne, qui est notre principal client et notre principal fournisseur et notre principal partenaire européen, l'Allemagne a 7 à 8 points de prélèvement obligatoire en moins que nous. Et donc si nous arrivions simplement au niveau de l'Allemagne, on ne demande pas à arriver au niveau des États-Unis, ni même de l'Irlande, mais simplement de l'Allemagne, eh bien nous aurions effectivement le résultat que vous réclamez. Donc ce n'est pas impossible. Être comme des Allemands, je vous dirais, on veut rester français, mais essayer de prendre exemple sur un voisin qui a fait quelque chose, ça ne serait pas une mauvaise voie pour avancer. Cela étant dit, vous êtes dans une certaine attente, et vous êtes par ailleurs un grand leader de la contestation. Vous avez mené de très très grands combats, qui sont quasi historiques, il faut le dire. En France, il n'y a pas beaucoup de grands leaders qui ont représenté la société civile. Vous êtes un de ceux-là, donc ce que vous allez faire dans les prochaines semaines va être important. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre le combat, ou est-ce que vous allez finalement essayer, par les moyens habituels des syndicalistes ordinaires, d'obtenir un petit quelque chose ici, un autre par là? Vous savez, entre ce que j'appellerais les syndicalistes traditionnels, mes collègues entre guillemets, et moi, il y a un océan qui nous sépare. Il y a un océan qui nous sépare, et quand je vois le représentant, le président de la CGPME sortir le visage souriant, me parlant des réformes à la TGV, je me dis encore un qui ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. Parce qu'en définitive, ils sont avec rien du tout, et lorsque vous le soulignez, bon, je suis quelqu'un qui effectivement s'est battu pendant 40 ans, qui a fait de la prison, pendant 5 fois, alors donc pour mes convictions. Moi, je n'entends pas dire je vais rassembler tout le monde.
soyons clairs, dans tout cela, c'est un petit peu la responsabilité philosophique que l'on peut dire entre le tyran et l'esclave. Qui est le plus coupable? Or, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une classe sociale qui n'a jamais rien réclamé. Depuis le Illuminati, c'est un silence total. Nous avons des syndicats aux ordres, la plupart, plus préoccupés de se faire réélire aussi, de leur carrière, de leur apparence, que de leur véritable combat. Il faut apprendre le syndicalisme. Nous avons une classe sociale, regardons un petit peu. Il y a un côté salarial, avec les syndicats salariés, qui ne représentent pas beaucoup de choses, mais l'État verse 400 milliards de centimes, je parle en ancien franc, aux syndicats en général reconnus, c'est-à-dire depuis ce qui a été reconnu à la Libération. Et cet argent permet de les faire revivre, nous savons aussi, par les comités d'entreprise, etc. Alors qu'ils ne représentent pas la majorité. Et que la majorité, pour moi, c'est la cotisation. Je suis un syndicat qui vit sans subvention et qui les refuse, justement pour être libre, qui vise strictement de ses cotisations et de ses prestations. Donc, moi, je dis que personne ne se révolte. Et je me mets à la place du président un petit peu, et même des hommes politiques. Vous avez les salariés qui réclament, qui revendiquent, c'est leur rôle. Nous avons des syndicats de paysans, d'agriculteurs, qui s'organisent et qui sont très organisés. Et là, je voudrais faire expliquer, c'est que, je me souviens, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 20 ans, 30 ans, quand on traitait quelqu'un de paysan, de peignot, c'était une injure. C'est très péjoratif de se faire traiter de paysan. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'évolution de cette syndicale, de cette catégorie, c'est formidable. Et puis à côté, vous avez le monde des petites et moyennes entreprises, industries, commerçants, artisans, profession libérale, qui lui, il est perdu dans je ne sais où, et ne connaît rien au syndicalisme. Le mot syndical ne veut rien dire. Donc il n'y a aucune revendication de fond des organisations traditionnelles syndicales. Pourquoi on aurait donné, on nous donnerait quelque chose que nous ne réclamons jamais? Et les hommes politiques, bien entendu, se disent, nous les tenons à la botte, parce que les dirigeants sont toujours prêts à féliciter celui qui a gagné, donc c'est pas la peine de s'occuper d'eux, et on donne aux autres. Alors, ce qu'il faut peut-être, quel que soit le nombre, et quels que soient les autres, je parle de courage, je ne dis pas à vous que je parlerai de courage, qu'il soit politique ou syndical, vous êtes quelqu'un qui représente cette valeur. Mais je continuerai à me battre, même si je suis tout seul. C'est-à-dire à écrire, à dire ce que je pense, parce que, pour ma satisfaction personnelle d'ailleurs, et puis ensuite, parce que il y a des gens qui suivent et qui pensent que cela est une bonne chose. J'ai testé ma lettre au président auprès de mes amis, donc la plupart, je pense, ont voté pour Nicolas Sarkozy, ils ne l'ont pas trouvé ni injurieux ni déplacé. Ils ont trouvé que c'était formidable qu'on puisse effectivement poser des bonnes questions en dehors de considérations politiciennes. Je dis, oui, il y a un danger. Oui, je ne fais pas confiance à l'heure actuelle parce que je n'ai aucun élément positif qui démontre que les petites et moyennes entreprises vont avoir leur juste mesure qui leur permettrait de répondre aux attentes du président. Parce que le rêve, c'est bien, mais la réalité, c'est nous. Rien ne se fera sans les petites et moyennes entreprises. Si on ne prend pas ça en compte, ce sera un échec total. Alors, je suis sur la même ligne que vous en ce qui concerne l'appréciation de la situation. Non pas que je sois dans une attitude d'hostilité vis-à-vis du président de la République, mais comme vous, je note qu'il n'y a pas jusqu'à présent de mesures susceptibles de régler le problème économique et social, et notamment au niveau des petites et moyennes entreprises, qui, vous l'avez justement rappelé, représentent entre 2 millions et 2,5 millions d'entreprises et un nombre considérable de salariés. Mais le vrai problème va être politique. Alors non pas au sens politicien du terme, mais au sens des pressions politiques. Je suis absolument convaincu qu'il va falloir aller plus loin. Le président de la République pourra dire certainement qu'il tient ses promesses, en tout cas on peut le supposer, mais ça ne suffira pas. Ces promesses n'étaient pas suffisantes. Donc il va falloir refaire pression pour que les hommes politiques et les femmes politiques prennent en compte les réalités, et je crois que nous n'avons fait qu'une partie du chemin. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté ce mode de comparaison que certains ont trouvé opportun avec le gorbatchevisme. C'est-à-dire que quand M. Gorbatchev a lancé la perestroïka et la glasnost, il avait au fond l'idée que le communisme amélioré pourrait encore subsister. On s'est aperçu quelques années après que ça n'était pas possible. Donc au fond, le vrai problème que nous allons rencontrer et que vous allez rencontrer sur le terrain, et vous n'êtes pas seul, vous avez dit même si je suis seul, mais tout le monde sait que vous n'êtes pas seul, loin de là, eh bien c'est celui de la pression qu'il va falloir exercer. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est comment réagissent vos troupes, si je peux dire, et encore elles sont, je dirais, motivées et dûment informées, mais d'une façon générale sur le terrain, comment se conduisent les chefs d'entreprise qui, au fond, ne les entendent pas maintenant.
il faudrait qu'on les entende. C'est tout le problème. Je veux dire que les chefs d'entreprise, là encore, je vais revenir, le répéter, ils ont une idée du syndicalisme qui est totalement faussée. Pour eux, le syndicalisme, c'est réservé aux salariés, c'est la CGT, c'est la CFDT, etc. Et eux, non. Ils mélangent association, loi de 1901, etc. Donnent plus d'importance à la chambre de commerce, qui d'ailleurs aux chambres de commerce, à la représentation. Savent pas trop à quoi ça sert, mais quand même versent des taxes importantes. Mais croient que c'est eux qui les défendent. Adhèrent à des syndicats, mais c'est plutôt des clubs que des syndicats. Alors, il y a toute une pédagogie à faire, qu'avait fait le Cincinatti à son époque auprès des commerçants et artisans. C'est-à-dire une pédagogie syndicale, attention, il faut s'éduquer, il faut garder une partie de son temps, en dehors de son métier, pour faire son métier d'homme, c'est-à-dire de citoyen également. Alors, comment réagissent-ils? Eh ben, vous savez, ça m'a fait penser un peu à la loi Royer. Il suffit qu'on promette pour que les gens s'imaginent dans leur tête, chacun, que tout va être réglé. Alors, il est vrai que, si je reprends tous les discours qui ont été faits, tout ça est très beau. C'est-à-dire que demain, c'est presque on rase gratis. La vraie question, c'est quels sont les pouvoirs réels et quelles sont les possibilités réelles. Nous savons, vous et moi, qu'une partie des propositions sera obligée de tenir compte de la décision de Bruxelles. Et c'est vrai que Bruxelles va dire, et ça c'est le jeu un peu pervers des politiciens. Je veux point, je veux bien, mais je peux point, hein, comme disait la chanson. Ça veut dire, moi je vous ai promis, mais à Bruxelles, vous comprenez, alors qu'on sait pertinemment que Bruxelles dira non. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de choses, on l'a vu pour les restaurateurs, qu'on ne peut pas promettre. Alors, à partir de ce moment-là, il y a une forme d'hypocrisie, il faut déjà enlever, il faut toujours, lorsqu'il y a un programme, enlever 50% des promesses, au moins, parce qu'on sait qu'elles ne seront pas tenues, quelle que soit la personne. Moi, ce que je dis, par contre, à deux choses, il faut une pédagogie, certes, il faut attendre aussi, parce qu'il y a les élections législatives, et laisser un temps quand même raisonnable au président de voir ce qu'il peut faire. Nous pourrons juger cela qu'en octobre. Nous verrons aussi la réaction de la rue, car certains rêvent d'un troisième tour qui serait à la rue. Je dis clairement, si demain, par exemple, dans certaines décisions du président de la République, et qui seront sanctionnées par l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat, je pense par exemple sur les minimums, la rue, il y aurait rassemblement dans la rue, que la rue gagnait, donc qu'on recule encore une fois, on pourra décider que tout est fini et qu'il faudra passer à autre chose. Par contre, là, il va y avoir une épreuve de force, parce que, par exemple, toucher au code du travail, c'est important. On ne peut pas laisser un code du travail tel qu'il est. À l'heure actuelle, il y a des entreprises qui se retrouvent... C'est la lutte des classes, le code du travail. C'est la moitié, il faut l'expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens d'entreprise. C'est quoi le conseil des prud'hommes? C'est la lutte des classes qu'on a gardée. Une moitié représentant les poitons, une moitié des syndicats salariés. Résultat, c'est la lutte perpétuelle dans laquelle la personne qui va passer devant les prud'hommes n'a aucune chance. Il va dire, quel est le président aujourd'hui? Ah, ben c'est le délégué de la CGT, là je suis mort. Quel est le président aujourd'hui? Ah, ben c'est celui des petits patrons. Ah, ben tiens, j'ai une chance de m'en sortir. C'est plus de la justice, ça. C'est autre chose, mais ce n'est pas de la justice. Alors, il y a des réformes extrêmement profondes. Je vous disais, des tribunaux de commerce. Il y a des réformes profondes économiques sur la taxe professionnelle. Est-ce que la taxe professionnelle est un impôt que l'on doit, alors, remplacer par autre chose? Mais c'est pas normal que 10% de la population, parce que c'est ça à peu près, assume près de 50, plus de 50% du revenu fiscal des communes. Politiquement, il vaut mieux mécontenter 10% de la population que 90%. Alors, oui, moi je pense que les premières réformes que je vais attendre, mais là on va me répondre, il y aura un secrétariat d'État, il va faire quelques propositions. Ben, vous savez, je crois qu'il faut maintenant, il est temps de repenser une loi cadre, pas simplement une réforme, mais une loi cadre de la petite et moyenne entreprise, ça semble l'importance, donc un grand ministère, une loi cadre, et se dire, bon, écoutez, la France et l'Europe d'ailleurs, sont à la base, sont maintenues, les économies sont maintenues par les petites et moyennes entreprises, par les grandes entreprises. Donc, à partir de ce moment-là, et certains pays l'ont fait, il faut les aider et les mettre en priorité. Alors, c'est effectivement tout un programme. Je note avec intérêt que vous avez évoqué une loi cadre. C'est précisément le projet qui a été évoqué par le président de la République et par le Premier ministre concernant le service minimum. Il est question d'une loi cadre. Alors, si le service minimum donne lieu à une loi cadre, après tout, 2,5 millions de petites et moyennes entreprises peuvent également donner lieu à une loi cadre. Donc, espérons quand même que la lucidité finira par l'emporter, car, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va sinon passer à autre chose, et cette autre chose risque de ne pas se passer aussi paisiblement que nous le souhaitons, vous et moi. Alors pour conclure, Gérard Nicot, d'abord un prochain rendez-vous dans quelques semaines pour juger des mesures qui auront été prises, et cette fois-ci le
délai d'attente aura été passé. Et enfin, une conclusion. Vous avez dit, vous dites toujours que vous êtes effectivement, vous êtes battu pour vos idées, donc vous êtes allé jusqu'à la prison pour les défendre, et que vous n'êtes pas un repris de justice, mais un épris de justice. Est-ce que ce combat reste le vôtre aujourd'hui, que vous êtes tout de même un peu apaisé? Ce terme de repris des prix de justice, c'est Paul Lombard, mon avocat. À l'époque, il avait lancé, lors de ses procès d'ailleurs, et je l'avais repris trouvant la formule très belle. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire et que les voix ne doivent pas s'éteindre. Parce que même si nous sommes petits, à partir de ce moment-là, quand même, si jamais j'arrêtais d'écrire, de me battre, d'essayer de convaincre, alors là, il y aurait une voix qui s'éteindrait. Je ne suis peut-être que tout petit, mais je reste quand même cette petite flamme d'espoir. Merci Gérard Nicou de nous avoir accordé cet entretien. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu le faire parce que ça faisait déjà un certain temps qu'on ne vous avait pas entendu. En tout cas, sur cette antenne, c'est la première fois puisque cette antenne est jeune. Elle a simplement quelques mois d'existence, mais elle progresse très régulièrement. Donc rendez-vous prochainement pour que nous évoquions l'ensemble de ces sujets à la lumière de ce qui aura été fait ou ce qui n'aura pas été fait. En attendant, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de continuer à mener une existence aussi agréable que possible. Et en attendant, gardez bon courage. À bientôt et vive la France.